Oui. Salut à tous et bienvenue sur Born to be a Boss. Nous sommes Anna Delbos et Johanna Bedoué, étudiantes en communication et cofondatrices de Born to be a Boss. Born to be a Boss est un média en ligne disponible sur YouTube et en podcast où nous mettons en lumière de jeunes entrepreneurs, tous domaines confondus, ayant eu le courage et la persévérance de créer leur propre entreprise. Vous nous retrouverez sur toutes les plateformes de podcast comme Spotify, Deezer ou encore Apple Music. N'hésitez pas à soutenir Born to be a Boss sur YouTube en activant la petite cloche et en vous abonnant et en laissant aussi une petite note sur notre podcast sur Apple Podcast. Nous vous invitons également à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour découvrir l'identité de nos prochains ou prochaines invités. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'aller à la rencontre de Benoît Palabre. Benoît Palabre, c'est un jeune entrepreneur bordelais. Benoît a notamment cofondé Mink, né d'une envie commune de vouloir innover et apporter des services aux personnes qui en ont besoin aujourd'hui. Il a également plus récemment cofondé également Where You Love, qui utilise l'intelligence artificielle pour offrir aux utilisateurs la meilleure solution de recherche de logement. À côté de ces deux entreprises, il exerce en tant que consultant en stratégie et en gestion opérationnelle, mais il est aussi intervenant dans de nombreuses écoles. Et c'est parti, on l'accueille tout de suite. Salut Benoît, comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir derrière les caméras et micros de Born to be a Boss. Merci à vous. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous pitcher ce que tu fais dans la vie en 7 secondes ? Je suis Benoît Palabre, j'ai 26 ans et je suis entrepreneur. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours professionnel, tes études et ce que tu mènes aujourd'hui ? Ouais. J'ai un parcours un peu international du coup. Donc j'ai commencé par faire de l'informatique à Bordeaux, puis de l'intelligence artificielle au Japon pendant 6 mois. Ensuite je suis revenu à Bordeaux pendant 1 an pour faire de l'informatique et de la gestion d'entreprise. Puis je suis reparti cette fois-là en Californie, donc dans la Silicon Valley, pour faire à peu près la même chose. Et je suis revenu finalement à Bordeaux pour faire un master et finaliser un master en gestion d'entreprise et informatique. D'accord, ok. Et du coup, qu'est-ce que tu mènes à côté ? Qu'est-ce que tu as créé comme entreprise ? J'ai d'abord créé pendant mes études, pendant la troisième année d'études, Mink, donc une agence de développement web et mobile. Et ensuite, en 2017, j'ai créé une société qui s'appelait d'abord Knock, puis ensuite Where You Love, qui faisait de l'intelligence artificielle dans l'immobilier. D'accord, très bien. Nous passons maintenant à l'épreuve de l'entretien. Nom, prénom. Benoît Palabre. L'âge. 26 ans. Quel métier voulais-tu faire petit ? Tout petit, footballeur professionnel, et ensuite, quand j'ai commencé à réaliser que c'était compliqué, je me suis orienté vers de l'ingénierie automobile. Je me suis aussi rendu compte que c'était compliqué, donc du coup, je suis ensuite parti vers ma passion, donc l'informatique. D'accord. Que font tes parents dans la vie ? Ma mère est assistante maternelle et mon père est à la retraite maintenant, il était gestionnaire de stock. Tes diplômes ? Un DUT, enfin le brevet des collèges, un bac scientifique, un DUT informatique, du coup un bachelor en Californie et un master en France. Ok. Une qualité et un défaut ? Je vais commencer par le défaut. Je suis maniaque, donc pour moi tout doit fonctionner soit avec des processus, soit avec des tableaux Excel. Et une qualité, j'aime prendre des risques. Est-ce que tu es plutôt sportif ou flemmard ? Avant j'étais très très sportif, peut-être un peu trop. Et je suis en train de passer du côté flemmard là petit à petit. Mais t'es quand même venu en vélo. Je suis quand même venu en vélo. Ouais. Mais là j'ai mal aux jambes, tu vois. La réaction de ton banquier face à tous tes projets de ton entreprise ? J'ai jamais été voir un banquier vis-à-vis de mes projets. Ah ouais. J'ai tout fait via fonds propres ou via des investisseurs qui n'étaient pas des banquiers. D'accord. On avait une banque, mais on ne parlait pas trop à notre banque. Et ton rapport avec les investisseurs, du coup, comment ça s'est passé ? Très bon. Les investisseurs que j'ai eus, c'est des personnes à chaque fois avec qui on avait un vrai feeling. Ils venaient certes pour mettre de l'argent, mais aussi et surtout pour le lien humain qu'il y avait dans l'équipe. Comment t'es tombé dans l'entrepreneuriat ? Est-ce que c'était une envie depuis toujours, un rêve ou bien simplement juste un hasard ? Alors déjà, quand j'étais au collège et au lycée, je voulais beaucoup prendre des responsabilités et lancer des projets. Je me souviens encore d'avoir dessiné une sorte de voiture qui fonctionne à l'hydrogène quand j'étais au lycée. J'ai aussi voulu lancer un club de flag football, donc du football américain, mais
où il n'y a pas de contact. Au lycée aussi, j'avais fait ça. Et en fait, après, j'ai un peu lâché cette envie d'entreprendre. Et puis, au détour d'une soirée en 3e année d'études, où j'étais un peu éméché, on va dire, j'ai raté un tramway, qui était le dernier tramway. Donc c'est de là en fait qu'est né Mink, c'est que j'ai discuté avec un ami à cette époque-là qui était un peu développeur. On s'est dit il faut faire une application qui va régler ce souci du dernier tramway. 3 semaines plus tard, on lançait une application qui s'appelait Last Tram. On a eu plusieurs dizaines de milliers de téléchargements, on l'a lancé dans plusieurs villes en France. Et donc on a lancé Mink suite à ça parce que ça a trop bien marché en fait. Et ça existe toujours? Last Tram, ça existe, mais je pense que ça ne fonctionne plus parce que les réseaux, la partie technique des réseaux a changé un peu. Mais Mink, par contre, existe toujours et fonctionne très très bien. Ok. Quelles sont les qualités, selon toi, qu'il faut avoir pour être entrepreneur? Faut foncer, faut pas. Alors, faut être conscient des risques, mais il faut quand même ne pas avoir peur de se prendre des claques, de tomber par terre, d'avoir des bas qui sont très très bas. Mais pour moi c'est ça, c'est vraiment il faut pas avoir peur, faut foncer et juste être capable de prendre du recul même quand on est la tête dans le guidon en fait. C'est ça qui est le plus compliqué, c'est de se dire ok je m'arrête, je regarde un peu, je prends du recul parce que quand on lance une entreprise en fait on s'intéresse pas qu'à une partie de la boîte, on s'intéresse à toutes les parties et donc il faut être conscient de tout ce qui entoure la boîte et c'est là que c'est compliqué. Donc le plus gros des conseils c'est être capable de prendre du recul quand on est dans le rush. Alors, quel conseil donnerais-tu à une personne qui te demande comment créer de la valeur sur ce que propose sa start-up? Est-ce qu'il y a des choses généralistes sur lesquelles on peut plus jouer que d'autres? Est-ce qu'il y a des moyens assez génériques en fait de lancer des boîtes, quelle que soit la valeur qu'on va apporter? Oui, c'est ça. Ouais. Globalement, je dirais que le modèle sur lequel toutes les entreprises sont construites est sensiblement le même. Il faut être capable donc, comme je vous disais, de maîtriser toutes les parties d'un business. Alors, ne pas être expert partout, mais avoir des notions un peu partout. Et après, le modèle de construction, en France, c'est toujours la même chose. Hein. Il faut que légalement la boîte fonctionne. Donc, du coup, il faut une déclaration, il faut un comptable, il faut tout ça. Ça, c'est la partie un peu, on va dire, administrative et chiante, entre guillemets, de l'entrepreneuriat. Donc, du coup, c'est pas là-dessus qu'il y aura les plus gros conseils. Les plus gros conseils, ils seront surtout sur le fait d'être capable de très très bien analyser le marché sur lequel tu vas, la concurrence et ton client. Parce qu'au final, qu'importe la boîte que tu développes, si ton client il n'est pas là pour acheter ton produit ou pour consommer ton service, ça sert à rien. Donc du coup, le conseil générique numéro 1 pour moi, c'est tu vas parler à tes clients, tu vas leur proposer ton produit, tu vas leur proposer ta valeur. Et en fait, c'est eux qui vont te guider dans le fait de faire varier ton produit ou ta valeur. Nous passons maintenant au tac au tac. Qui t'a inspiré? Au tout début, je vous avoue que j'ai pas eu beaucoup d'inspiration parce que je me suis lancé dedans et je me suis tombé dedans un peu comme ça, donc j'ai pas trop regardé. Aujourd'hui, par rapport à ce que je fais et comment je fonctionne, j'ai des inspirations qui sont assez classiques. Hein. De toute façon, vous connaissez les Elon Musk, etc. Donc ça, j'aime beaucoup. Il y a un entrepreneur américain que j'admire vraiment, c'est Gary Vaynerchuk. C'est un génie de la communication. Et après, au sens large, qui m'inspire, c'est beaucoup des sportifs en général. Parce que j'ai fait du foot à un assez bon niveau et donc du coup, j'ai été dans tout ce qui est il faut travailler dur, il faut s'entraîner fort, etc. Et du coup, ouais, c'est plus des sportifs. J'admire beaucoup les mecs comme, surtout les basketteurs américains. En général, des LeBron James, etc. C'est des mecs, en fait, c'est des monstres de travail et c'est eux qui te prouvent que si tu bosses, tu y arrives. Ton mot préféré? Scalabilité. Ok. Attends, pose définition. La scalabilité, c'est une notion assez complexe à la base, elle n'est pas très complexe, mais beaucoup de gens se l'approprient d'une façon qui n'est pas forcément la bonne. En fait, la scalabilité, c'est la capacité d'une entreprise ou d'un organisme dans le cas d'une entreprise, à faire exploser son chiffre d'affaires tout en gardant ses charges lisses. C'est-à-dire qu'en fait, la courbe de chiffre d'affaires, elle va exploser alors que les charges, elles vont rester assez constantes ou alors elles vont augmenter un peu. Tu n'avais pas été entrepreneur, qu'aurais-tu fait selon toi aujourd'hui? Je pense que si j'avais pas été dans l'entrepreneuriat, j'aurais été dans des boîtes un peu jeunes, un peu cool, type BetClick ou ce genre de choses, dans de la chefferie de projet en informatique ou ce genre de choses. Ta plus grande peur? J'aurais tendance à dire l'échec, mais en fait, plus j'avance et moins je me rends compte qu'il faut avoir peur de ça et qu'il faut vraiment, l'échec, il faut y aller et c'est ça qui t'apprend le plus.
peut-être que ce serait l'inverse en fait. La plus grande peur, c'est de jamais apprendre des échecs que t'as eus et du coup de les répéter. Et ça, ce serait horrible. Ta chanson honteuse. Manifestement, j'écoute. Ah non, ouais, bande organisée. C'est pas honteux, on l'écoute aussi. On l'écoute beaucoup. Certains trouveront pas ça honteux, mais moi, ouais, non. La réaction de tes parents face à ton envie d'entreprendre? Ils m'ont encouragé, tout le temps. Ils m'ont toujours demandé comment ça se passait et ils m'ont laissé faire, en fait. Ils m'ont dit qu'ils étaient contents que je fasse ce que j'aime. Ça, c'est vraiment un gros plus. Mais ouais, toujours hyper bienveillant vis-à-vis de ça. C'est bien ça. Ouais, c'est chouette. La chose la plus folle que tu aies faite? J'ai fêté mes 20 ans à Tokyo et mes amis qui étaient là-bas m'ont organisé une journée de dingue. Donc, vu que j'aimais beaucoup le foot, ils m'ont fait la surprise de me faire jouer sur un des terrains de foot les plus connus entre guillemets du Japon, qui est sur une tour en plein milieu de Tokyo. Donc un terrain de foot qui est peut-être au 40 ou 50e étage. Et ensuite, il m'avait fait la surprise de m'organiser une soirée en boîte où, en gros, on est arrivé en boîte et il y avait une bouteille de champagne énorme et un gâteau qui m'attendait. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose de ouf, c'est j'ai fait la Fashion Week à New York et je me suis réveillé le lendemain d'une soirée qui était organisée par une grande marque de mode dans une suite d'un hôtel sur un canapé. Je ne sais toujours pas comment. Donc, comment ça se fait que tu as trouvé la Fashion Week? Ça aussi, c'est une histoire assez dingue. J'ai pris un Airbnb en fait à New York et c'était un Airbnb où le propriétaire était là. Et donc du coup, en fait, c'est un mec qui avait 27-28 ans, moi j'en avais 22 à l'époque, et on s'est tout de suite hyper bien entendu parce qu'il était aussi entrepreneur aussi dans tout ça. Et à ce moment-là, lui, il était en freelance et il s'occupait de faire du marketing pour la Fashion Week. Et donc du coup, il y a une des grandes marques qui, la journée même, c'était je sais plus quel jour, mais la journée même lui avait pris ses services pour gérer la réception de guests lors d'un défilé. Et donc il avait un badge de cette marque et il avait aussi un mail de cette marque qui le convoquait. Et donc en fait on a utilisé ce badge et ce mail pour rentrer dans la soirée privée de cette même marque. Et donc du coup c'est là où on a fait une soirée assez dingue où j'ai pu parler à des gros rappeurs, des joueurs de football américain, etc. Des trucs de malade. Et donc oui, je me suis réveillé sans grand souvenir sur le canapé. Ça c'est dommage par contre. Ouais, mais il faut qu'il reste un peu de mystère, sinon c'est pas drôle. La dernière fois que tu as été fière de toi? À chaque fois que j'ai recruté quelqu'un et que la personne m'a remercié de l'avoir recruté et m'a bien dit que c'était une vraie chance, ça à chaque fois j'étais très fier de moi. Et la dernière fois c'était, alors malheureusement dans un autre contexte où j'ai revendu mes parts et donc du coup je ne fais plus partie de Where You Love. J'ai donc fait un message pour dire au revoir un peu à tout le monde et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont remercié de les avoir prises en job en fait chez moi, enfin chez nous du coup à l'époque et ça j'ai trouvé ça vachement bien et ça m'a rendu assez fier. Donc on sait que tu as entrepris avec plusieurs personnes sur différents projets et justement comment s'est passée la co-création à plusieurs? Est-ce que c'était des amis au départ ou pas forcément? Alors pour Ming, oui, c'était des amis au départ parce qu'on était tous à l'IUT informatique ensemble. Donc du coup ça s'est fait naturellement en fait, on savait que chacun était bon dans un domaine ou un autre et donc du coup on a décidé de faire ça ensemble. La deuxième fois c'était un peu plus business même si la plupart des personnes qui étaient associées étaient à la base des amis à moi. Sont toujours, hein. Il n'y a pas eu de clash. Mais par exemple mon associé principal sur Where You Love c'est une personne que j'ai rencontrée via Mink, via ma première boîte. Donc pas forcément un ami directement mais une personne, on est devenus très proches mais pour le coup non c'était une personne rencontrée via le cadre professionnel à 100%. Alors maintenant que tu es aussi à ton compte et notamment avec ton statut de consultant en stratégie et gestion opérationnelle, est-ce que tu as des conseils pour démarcher de nouveaux clients? Alors, des conseils concrets, pas trop, parce qu'en fait, moi, la plupart des missions que j'ai, c'est via le réseau que j'ai accumulé en fait au fur et à mesure. Le seul conseil que je peux donner, c'est se construire un réseau solide, l'entretenir. Donc ça veut dire ne serait-ce qu'aller boire un café, ne serait-ce que prendre des nouvelles, etc. C'est entretenir le réseau. Toujours partir du principe que quand quelqu'un vous demande quelque chose, il faut le faire. Et même si vous pensez à faire des choses sans même que la personne vous les demande, faites-le. Parce que même si vous donnez 100, à un moment ou un autre, il y aura forcément quelque chose qui va revenir.
Ce sera peut-être pas 100 à ce moment-là, mais ce sera 10, puis 15, puis 20, puis 50, puis 100, puis 200. Et en fait, on sait jamais. Donc moi, je pars du principe que il n'y a pas forcément de méthode à proprement parler pour le démarchage. Aujourd'hui, moi, je reçois plein de messages sur LinkedIn de commerciaux, de boîtes qui me démarchent pour des trucs où ils sont tout faux sur toute la ligne. Ouais. Ils me demandent, on a vu que vous aviez une entreprise, est-ce que vous voulez qu'on vous développe telle ou telle solution ? Et moi je leur réponds, mais en fait je suis plus chef d'entreprise. Au pire, si tu veux, tu viens développer, je sais pas, une solution, tu viens développer mon réveil si tu veux, mais ça me servira à rien en fait ce que tu me proposes. Et donc du coup, toutes les méthodes de démarchage comme ça, elles sont pas dingues. Pour moi, les seules vraies méthodes, c'est aller au contact des gens, faire du réseau, l'activer et puis proposer ses services en fait. Pas forcément à des prix dingues dans un premier temps, parce qu'il faut toujours faire ses preuves en fait. Même quand on est bon quelque part, pour moi, il faut faire ses preuves. Et donc du coup, ensuite, une fois que tu fais tes preuves et que tu commences à être recommandé à droite à gauche, là, ce sera bon. Mais la meilleure façon d'avoir du business, pour moi, c'est réseau et recommandation. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Et ben on passe maintenant au portrait chinois. Si tu étais un réseau social. Si j'étais un réseau social, LinkedIn, je pense. Je suis très chiant en fait. Si tu étais une personnalité publique. Alors je serais pas un politique parce que je sais pas faire comme eux. C'est pas trop le moment pour l'être. Ouais, non, il paraît que c'est pas dingue. Non, je pense que je serais plus pas un micro-influenceur sur une niche assez précise, tu vois. Genre un mec qui est spécialisé dans justement peut-être le marketing de très petits, enfin sur des niches très précises quoi. Ouais. Mais pas une personnalité grand public. De toute façon, j'aspire pas du tout à ça. Donc non, l'idée c'est de faire mon petit truc de mon côté, que ça fonctionne et que c'est tout quoi. Ouais. Si tu étais une couleur. J'aime beaucoup le vert. Je pense que ça se voit. Le vert foncé comme on souhaite. Okay. Si tu étais un chiffre. 5. Pourquoi ? Au foot, c'est le premier chiffre que j'ai eu et j'ai toujours gardé, le numéro 5. Après, ou aussi 5 quoi. Okay. Si tu étais une marque. Que je trouve cool, Burger King. J'aime bien leur communication, j'aime bien comment ils fonctionnent. Si tu étais une habitation. Un petit appartement, mais bien standing, tu vois. Un petit appartement avec des prestations qui sont vraiment cool. Si tu étais un quartier de Bordeaux. Chartron, clairement. Si tu étais un mois de l'année. Avril ou mai, ouais. Un des deux. Mai parce que c'est mon anniversaire. Un jour de la semaine. Le vendredi. Et enfin, un pays. Le Japon. Et question à part, quel est ton signe astrologique ? Taureau. Est-ce que tu crois en l'ésotérisme ou les arts divinatoires ? Ce qui peut être voyance ou... Alors, c'est pas que j'y crois, c'est que je suis très ouvert d'esprit sur tout ça. C'est pas forcément que j'y crois ou que j'y crois pas, mais j'écoute. Tant mieux. Est-ce que vous allez en parler ? Exactement. Oui. Très bien. On va passer à la minute astro. Au hasard, du coup. Je prends celle que je veux. Soleil. Le silence. Ah non, le silence. Mais après, ça rejoint toujours un peu parce que on l'a fait à tous les invités qui sont passés avant. Ouais. Et là, tu parles de vouloir faire ton petit truc de ton côté sans forcément être en plein dans la réussite, très visible, etc. Donc en soi, à chaque fois, il y a toujours un... Ouais. Plus que le silence, c'est plus la discrétion, je pense. Ouais. Parce que j'ai envie d'être discret, mais quand même de faire un peu de bruit pour que les gens justement sachent ce que je peux faire. Mais c'est vrai que le silence c'est plutôt cool parce que je suis quelqu'un de très silencieux de base. Je parle peu. Vous pouvez demander à ma copine, je parle pas beaucoup. Tu ne parles pas beaucoup. Non, alors on parle, mais je suis très. Déjà, je suis réservé, je suis très pragmatique. Donc du coup, je vais jamais m'étaler en donnant toutes mes pensées, toutes les hypothèses que je pense sur des choses. Mais donc du coup, ça me correspond assez bien quand même, pour le coup, puisque jamais je vais en faire des tonnes sur les choses. Et puis j'aime beaucoup tout ce qui est méditation, etc. Donc du coup, le silence, ça rejoint ça. Parce que quand on médite, on ne fait pas de bruit. Non, c'est un truc qui est plutôt cool. Non, mais c'est cool comme exercice. Mais ouais, ça marche assez bien.
Et alors on va passer à la dernière question. Si tu pouvais donner un conseil à un jeune qui souhaite entreprendre, des conseils ou un conseil, qu'est-ce que ce serait ? Foncez. Juste aujourd'hui, il y a des choses qui sont... On a de la chance en fait aujourd'hui d'être dans un monde où l'information elle est accessible très vite à tout le monde et de l'information qui peut être pertinente puisque les moteurs de recherche te permettent aujourd'hui de trouver des choses qui correspondent exactement à ce que tu cherches. Donc juste d'aller chercher, taper sur internet comment bien lancer son projet. Mais en fait la seule chose qu'il faut absolument ne pas faire, c'est justement dans cette phase-là ne pas rester dans son coin, ne pas se dire que si l'idée je la partage, on va me la piquer. Si tu as une idée aujourd'hui, ça veut dire que 10 personnes avant toi l'ont eu, c'est sûr, au moins. Qui osent pas en parler, c'est ça, alors que très honnêtement, il faut parler de ces projets. Il faut tout le temps en parler. Il y a certains trucs, c'est clair qu'il y a du confidentiel, etc. Mais en fait, un pitch, aujourd'hui, tu peux le dire à tout le monde, à n'importe qui. Crois-moi que tu prends 100 personnes, tu donnes le même pitch à 100 personnes, tu as 100 façons différentes de faire le projet qui sortent. En fait, entre l'idée et le produit, tu as tellement de chemins qui sont possibles qu'en fait, aujourd'hui, parler de son idée, c'est la meilleure des choses à faire. Tu récupères le feedback des personnes et t'adaptes en fait la façon dont tu vas réaliser le projet. Et c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, c'est juste se lancer, en parler un maximum autour de soi, voir ce qui marche pas, et puis adapter au fur et à mesure. Bon, merci beaucoup d'être venu sur Born to Be a Boss pour nous partager ton expérience et tes Merci conseils. à vous. Et on te laisse rappeler à notre communauté tes réseaux sociaux si tu le souhaites. Je le souhaite. Yes, Benoît Palabre sur Facebook, LinkedIn, Instagram, partout en fait c'est Benoît Palabre. Et on se retrouve très vite. Merci.